Donc Weezy a bientôt 1 an et demi. On commence à entendre beaucoup parler de vous dans les médias. Vous avez des partenariats avec de nombreux journaux où l'on entend souvent vos recommandations. Quelles sont les forces de Weezy pour vous aujourd'hui? Je dirais qu'il y en a plusieurs. La première, c'est la brique technologique, dans l'apport vraiment qu'on propose aux personnalités pour qu'ils puissent communiquer. Donc c'est des outils, des applications mobiles et surtout un accompagnement au jour le jour pour optimiser leur présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous considérez que l'image aujourd'hui est une chose qui est devenue essentielle dans l'univers du web? Quand on voit le rachat d'Instagram pour 1 milliard de dollars, que vous êtes au cœur de l'image vous aussi, qu'est-ce que cela vous inspire? Il y a une demi-mesure. L'image a toujours été importante au-delà du web. Depuis toujours, même à l'époque du web, à l'époque du noir et blanc, enfin, je veux dire, bien avant ça, c'était important. Aujourd'hui, c'est encore plus important parce que c'est tellement libre et tellement volatile que tout le monde n'est pas à la place de quelqu'un. Si aujourd'hui vous n'êtes pas sur Internet et quelqu'un prend votre identité sur Internet, votre image peut être bafouée. D'où la e-réputation et tous les phénomènes qui ont suivi. Pour le rachat d'Instagram, c'est un petit peu différent. C'est une boîte effectivement qui fait de la photo, qui traite de l'image, mais qui joue plutôt sur la capacité à devenir, ou à du moins offrir à n'importe qui la possibilité d'être un bon photographe. Donc c'est de dire, voilà, Maxime, tu n'es pas bon photographe, avec cette application, tu vas faire des super photos. Et du coup, 30 millions de membres en 3 ans, phénoménal, succès, rachat d'1 milliard, qu'on peut expliquer, mais qui est assez logique finalement. Ouais, au-delà de ça, si je peux rajouter, c'est effectivement c'est important la force de l'image, c'est-à-dire que les gens ont envie de partager, de faire des photos, de communiquer un peu sur leur vie, et c'est justement l'arrivée de l'iPhone, du BlackBerry qui permet à tout un chacun de devenir un média, mais c'est surtout pour Facebook quelque chose de super important qu'ils avaient besoin, une expertise, et c'est pour ça qu'ils l'ont racheté avec une valorisation qui est haute, mais c'était vraiment l'envie, je pense, d'avoir une brique, une plus-value supplémentaire à quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément bien. Une sorte de prise de pouvoir de la valeur de contribution que les uns et les autres ont. Alors oui, effectivement, et bon, Facebook évidemment propose à tout le monde de communiquer, ce qui est assez nouveau parce que je pense qu'au départ, il y avait les blogs, maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, donc on a de plus en plus envie de communiquer, on a de plus en plus de moyens de communiquer, et la photo en est un. Et Facebook avait besoin, ils avaient un outil qui était un peu archaïque et qui en plus n'était pas forcément adapté au mobile. L'appli Facebook fonctionne bien sur l'iPhone et le BlackBerry, mais encore que. Et Instagram apportait justement cette plus-value et cette expertise pour partager de plus en plus de photos. Et c'était une brique indispensable, un peu comme a racheté Google à l'époque YouTube et comme Yahoo a racheté Flickr. C'était aujourd'hui important que Facebook fasse cette acquisition pour se positionner encore plus comme élément de réseau et comme élément pour partager. En bourse. Aujourd'hui, dans quelques mois, ils vont entrer en bourse. La valeur, elle est à 100 milliards. Il faut bien la justifier, cette valeur. Aujourd'hui, pour la justifier, ils rachètent des boîtes. Donc, pas que celle-ci. Il y a une semaine, ils ont acheté d'autres boîtes. Il y a 2 jours, encore une autre, à moins cher. Mais c'est l'idée. Et justement, est-ce que vous pensez qu'une société comme Facebook peut continuer à acheter des boîtes à coût d'1 milliard si elle se sent menacée sur son réseau ou sur son savoir-faire? Parce que des sociétés comme la vôtre, comme Weezy, essayent quand même aussi de s'immiscer dans un univers qui est l'univers des réseaux, des partages et de la communication entre des marques et des talents et des consommateurs. Très clairement, si Facebook demain décide de faire un peu ce qu'on fait et de le reprendre à son échelle, c'est très faisable, mais c'est pas du tout leur métier et la direction vers laquelle ils vont en fait aujourd'hui. Ils pourraient le faire, bien évidemment, on a un savoir qu'on a développé en 1 an qui pourrait aller développer très vite, nos technologies aussi bien évidemment, mais c'est pas leur métier, leurs ambitions. Je pense pas qu'ils vont se concentrer uniquement vers les stars et les grosses audiences ou les grosses marques, mais plus vers les 800 millions de membres aujourd'hui qui vont devenir bientôt 1 milliard, je pense dans quelques mois ou voire 1 an ou 2, et qui vont toujours, enfin ce chiffre toujours exponentiel qui est complètement hallucinant aujourd'hui. C'est un humain sur 6, un humain sur 7. Mais eux, s'ils ont besoin de s'adapter à l'évolution, parce que quelque part Facebook c'est un premier réseau dans lequel les gens ont convergé, et puis tout à coup il y a Instagram, qui est un autre réseau, vers les gens ont encore une fois migré, et puis on est dans d'autres réseaux permanents. Est-ce qu'il y a un moment où le prochain Instagram, parce qu'il y en aura d'autres, bien sûr, sera encore une fois acheté par Facebook à 1 milliard, et combien de temps peut-on continuer à faire ça? Alors, ou Twitter, et combien de temps on peut, tant que Facebook est le leader sur le marché, qu'il a autant de cash pour acheter ce qu'il veut, pour acheter Instagram, ils ont juste dilué 1% de la boîte, Ils ont créé 1 milliard, qu'ils ont fini Instagram, et ça a duré 2 jours. Et c'est Mark Zuckerberg qui a appelé lui-même le CEO d'Instagram en disant je veux te racheter, même pas le service financier. Donc pour vous dire, et ça s'est fait en quelques jours. Preuve étant, Instagram valait 500 millions 6 jours avant le rachat. Ils ont levé 50 millions sur une valeur à 500, et 6 jours après,
ils se font acheter 1 milliard. Donc les mecs qui ont mis les 50 millions, le fonds Sequoia, ils se disent à un moment donné, je fais x2 en 6 jours. C'est la plus belle sortie du monde du web. Et ça prouve vraiment l'offre et la demande. Twitter voulait Instagram, Facebook voulait Instagram. Celui qui a payé le plus cher et le plus vite, c'était Facebook, tout simplement. Tout comme Facebook aujourd'hui et demain sera toujours en capacité, s'ils sentent qu'il y a des réseaux émergents, des nouvelles idées, comme par exemple à l'époque Diaspora ou même Pass, qui sont des réseaux sociaux qui apportent des petites plus-values et des briques que Facebook n'avait pas, ils sont en mesure de les racheter en faisant des levées de fonds, ou même si c'est des acquisitions intelligentes, c'est ce qu'ils vont faire. L'idée, c'est de prendre des compétences, parce qu'ils prennent aussi les gens de chez Instagram, chez Facebook, d'agréger ces compétences. Voilà, ils vont les prendre pour justement développer de plus en plus leurs outils, jusqu'à créer l'outil le plus en plus parfait et avec de plus en plus d'additions de compétences pour pouvoir s'adapter et répondre aux besoins. Parce que la demande est toujours plus forte. La demande est plus forte, la concurrence est très forte. Ils sont obligés. C'est ce que n'a pas réussi à faire MySpace à l'époque, justement, à réussir à adapter son modèle, à réussir à adapter ses outils. Et c'est pour ça que justement Facebook a émergé et que d'autres. Mais Facebook, aujourd'hui, est en hégémonie. Mais peut-être que c'est même sûr que dans 5-6 ans, ce sera d'autres choses, d'autres réseaux. Mais beaucoup disent que tant que Mark sera à la tête, ça fonctionnera. Et Tom de MySpace, quand il est parti, la boîte n'a plus évolué. Un financier l'a racheté, on sait qui c'est, on est au courant de l'histoire. Voilà, c'est la force du talent et du mec qui conduit le bateau, qui pilote le bateau. S'il n'est plus là, la boîte, elle peut avoir moins de valeur. Moins d'envie de se renouveler, et ça part. Moins d'agilité. Parlons 2 secondes politique. Est-ce que vous pensez que le digital, par rapport aux promesses qu'avait tenues la campagne électorale d'Obama, est-ce que vous pensez que la campagne française a fait beaucoup dans le digital ou pas? Alors, il y a un an, on disait qu'ils allaient faire beaucoup. Ils n'ont pas fait grand-chose finalement. Au Web Forum, il y a 3 ans, j'avais rencontré l'équipe digitale d'Obama justement. Super équipe, des mecs de à peine 30 ans, donc vraiment assez jeunes, assez mobiles et agiles. Les mecs étaient très très bons. Ils avaient pensé un vrai truc qu'on n'avait jamais vu avant, c'était vraiment la première fois. Et là, on n'a pas retrouvé ça en France du tout. Ça a été dit, ça va être important, ça va se jouer online. Moi, je ne l'ai pas trop vu. Finalement, non. Je passe ma journée comme toi sur Internet. On passe vraiment nos journées sur Internet, on n'est pas ni impacté, ni le message ne passe pas. Et je sais qu'on est aussi proche des gens qui ne sont pas sur Internet comme nous, qui ne sont pas ultra connectés. Les réseaux sociaux ont joué un rôle à minima, je pense, dans l'élection. Après, il y a beaucoup de moyens de faire les choses, mais je pense aussi qu'il y a un désintérêt des gens pour suivre justement les hommes politiques sur Facebook et Twitter, parce que peut-être que le contenu n'est pas bon, peut-être que le message qu'ils génèrent sur ces réseaux sociaux-là n'est pas bon. Mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que, et c'est pas forcément que les équipes digitales des politiques, c'est aussi les gens qui finalement ne s'y intéressent pas peut-être tellement. Que le message n'est pas non plus super fun et qu'aujourd'hui, aussi. Voilà, pour tout vous dire, il y a un désintérêt. Il y a beaucoup de copains qui ont entre 20 et 30 ans et aujourd'hui ne se sentent pas vraiment concernés. C'est malheureux. Hein. Et du coup, alors, si le contenu n'est pas bon, on a beau avoir les meilleurs outils du monde. Sarkozy a fait une timeline sublime, hein, mais à un moment donné, peut-être que ça prend pas non plus parce que le contenu à la base n'est pas bon aussi. On en est resté à tous ceux qui veulent changer le monde. Ouais. C'est exactement ça. Hein. Il y a 2 ans, c'était un massacre et on s'en souvient encore. Et comment tu veux faire ça il y a 2 ans et en 2 ans te transformer et être le Superman du web? C'est pas possible. C'est pas possible. Et ils sont ni bons chez les uns ni chez les autres, ce qui est assez con. Malheureusement, non. Il n'y a personne qui émerge, en tout cas, vraiment là dans la campagne et qui a fait un super truc sur les réseaux sociaux. Non, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que les stars dans cette campagne, les stars de la génération digitale, les célébrités avec lesquelles vous travaillez éventuellement, se sont beaucoup impliquées, peu impliquées? Elles s'expriment ou elles ne s'expriment pas. On a tendance à voir dans les relais, dans les meetings politiques, des stars d'un autre temps. Bien sûr. Complètement. Même, on nous ressort toujours des stars de notre époque. Aujourd'hui, avec l'immédiateté des réseaux sociaux, l'immédiateté des réactions des fans, dès qu'il y a un contenu qui est posté, que ce soit une photo, un texte, et tout est tellement peut être amené à être tendancieux, qu'il y a très très peu de prise de position, en tout cas sur Internet, parce que c'est très risqué. Dans la minute, on peut générer des tonnes de commentaires, faire partir entre guillemets un buzz négatif avec des partages, des retweets, des commentaires sur son image. C'est vraiment très très risqué parce que justement c'est du temps réel et c'est plus comme à l'époque où on va dans un meeting et effectivement c'est reporté dans les journaux peut-être un mois après qu'un tel était venu ou un tel a dîné avec un homme politique. Tu vois, on peut le voir encore, ce phénomène du web de temps réel, il y a à peine 2 semaines, les événements malheureux à Toulouse malheureusement, on a Laure Manodou qui prend la parole et qui dit c'est à cause des jeux vidéo. Donc elle a supprimé son compte Twitter au bout d'1 heure parce qu'elle a eu des milliers d'insultes de tous les fans de gaming qui sont sur Twitter, qui ont dit mais dis pas n'importe quoi, ce mec est fou, il y a un massacre à Toulouse, c'est pas les jeux vidéo qui l'ont fait tuer ce qu'il a fait. Et donc malheureusement c'est ça, c'est des prises d'opposition parfois inconscientes, incontrôlées, donc du coup il y a tellement de débordements qu'on fait gaffe à ce qu'on dit. Et c'est aussi bon pour la politique. On donne plus trop son avis aujourd'hui, faut faire gaffe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Réseau News. Bravo Réseau News. Et puis on vous suit. À très vite. À bientôt.